Et bienvenue dans cette vidéo. Donc là, c'est un cours de mécanique en terminale scientifique qui va se concentrer cette fois-ci sur les satellites géostationnaires et la troisième voie de Kepler qu'on va faire donc en TP. Donc les satellites géostationnaires, alors on va faire un petit historique vite fait. Le premier satellite a été envoyé en 1957 et depuis on en a envoyé plus de 7000. Donc en fait c'est un gros bazar, c'est une grosse poubelle dans l'espace maintenant. Et ça crée même certains dangers si jamais il y a des petites explosions ou des chocs, des pièces qui pourraient partir et qui pourraient venir taper tous les autres, un petit peu comme un effet domino. Et donc du coup, notamment ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les géostationnaires qui sont très importants pour tout ce qui est géolocalisation par exemple. Et donc en fait, notre Terre, elle est complètement surveillée par tout un tas de satellites. Alors les satellites, donc leur fonction, il y en a plusieurs. Il peut y avoir télécommunications, observation de la Terre, la navigation ou géolocalisation, tout ce qui est technologique avec des recherches, observation de l'espace, cette fois-ci c'est pas tourné vers la Terre, et puis d'autres choses, on pourrait penser à des fonctions militaires par exemple. Au niveau des pays qui envoient des satellites, en tête États-Unis, ensuite en Chine qui ont bien rattrapé sur les dernières années. Et si on regarde ici sur l'ensemble depuis un certain temps, il y a eu un gros pic ici. C'est peut-être dû au système Galileo, donc la géolocalisation européenne. GPS, ça c'est américain. Donc système Galileo qui a peut-être envoyé un certain nombre de satellites, et les Chinois aussi qui ont dû commencer à bien s'exciter aussi au niveau de la conquête spatiale. Alors vous avez principalement deux types de satellites, des satellites qui sont très bas, qui sont assez proches de la Terre et qui tournent en fait autour des pôles. Et donc le fait de tourner comme ça, c'est comme la Terre, elle tourne autour de son axe de rotation. Donc mettons comme ceci. Donc du coup, tous les satellites vont, avec la Terre qui tourne en même temps, et eux qui montent par exemple, ils vont pouvoir balayer toute la surface de la Terre après, au bout d'une journée en fait, quand la Terre aura fait un tour complet. Et vous avez le deuxième type de satellites qui sont ici les satellites géostationnaires, ce qui fait que comme la Terre, elle tourne dans un sens, les satellites vont tourner comme ceci, et ils vont faire en sorte d'être toujours dirigés vers le même point de la Terre en fait. Et donc ça veut dire que comme la Terre va tourner elle en faisant un tour en 24 heures, ces satellites géostationnaires vont tourner également en 24 heures. Donc voilà quelques petites photos. Vous avez un peu une idée de la dimension d'un satellite. Après vous avez des très petits, des tout petits qui font quelques dizaines de kilos à peine ou quelques kilos à peine, et puis des très gros comme ceux-là. Donc les satellites géostationnaires, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité en fait? Et donc ils sont stationnaires, comme on disait, ils sont stationnaires par rapport au sol. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont toujours voir la même partie de la Terre, puisqu'ils vont tourner en même temps que la Terre exactement. Donc, la vitesse angulaire est la même que celle que la Terre, elle est donc constante, et donc le mouvement est uniforme. Ils vont garder leur vitesse constante tout le temps, puisque la Terre tourne avec une vitesse constante tout le temps. Son orbite est une orbite circulaire, donc ils font un cercle parfait, pour pouvoir justement rester à la verticale d'un point de la Terre et surtout sur le plan de l'équateur. En fait, vous avez l'équateur qui est ici, qui va couper la Terre en deux, et donc vous avez l'orbite qui va être sur le plan de l'équateur. Donc ils vont toujours, les satellites géostationnaires vont toujours être à la verticale d'un point de l'équateur. Donc on va regarder une petite animation pour mieux comprendre tout ça. Donc voilà, on va voir une petite animation, on peut avoir quelques réglages, on peut régler la période du satellite. Alors, donc on va laisser comme ça. On a une inclinaison, donc si je change l'inclinaison, ça fait ceci. Voilà. Et puis on peut changer l'origine, c'est-à-dire que là, on a le méridien Greenwich ici, donc il donne l'angle 0, et puis là, il est indiqué à 90 degrés, donc on a fait un quart de tour. Si je mets à 0, hop, le point rouge revient en face de méridien Greenwich. Donc on va laisser comme ça nous fera un repère. Si je lance, donc on voit la rotation de la Terre et on voit que le point y suit plus ou moins bien, il est un peu en retard. Donc on voit que la Terre aura fait un tour entier, mais pas le satellite. Donc ça veut dire que en fait là, le satellite, il tourne pas assez vite. Alors, je vais régler en fait la période de la Terre, donc c'est 86 400, à peu près. Là cette fois-ci, on voit que la Terre, elle tourne donc à son rythme, et le satellite tourne quasiment au même rythme. Ils arrivent, voilà, ensemble ici, et on peut regarder que le point d'observation, il reste à peu près en face du méridien Greenwich. En fait, par contre, pourquoi il monte, il descend? Parce qu'il y a une petite inclinaison.
Donc, je vais éliminer cette inclinaison, je vais mettre à 0, c'est-à-dire que le satellite va se déplacer dans le plan de l'équateur. Et maintenant, si je lance, donc on voit que le point là, il est complètement stable, ici. Ça veut dire que le satellite reste toujours bien en face du point de l'équateur et il va tourner exactement au même rythme que la Terre. Donc en ça, c'est un satellite géostationnaire. Alors, il se déplace vraiment tout petit peu parce que j'ai pas parfaitement réglé. Voilà, ça va peut-être aller mieux un peu là. Alors que normalement, c'est 86 400 secondes pour une journée. Et donc, du coup, on voit que le point, là, il est stable, et donc il va tourner exactement au même rythme, il va rester toujours en face de l'équateur, et surtout en face du même point de l'équateur. Donc, si on reprend la troisième loi de Kepler, donc était T2, T carré sur A au cube, donc T, c'est la période, c'est-à-dire le temps pour faire un tour. A, c'est demi-grand axe, et quand c'est circulaire, c'est égal au rayon, en fait, égal à 4 pi carré sur G, la constante de la gravité universelle, masse du lastre central. Donc pour nous, c'est la Terre. Donc si on prend 24 heures, donc 86 400 secondes pour faire un tour, eh ben, on trouve que A doit être égal à 42 186 km. Mais il faut tenir compte du rayon de la Terre. C'est-à-dire que les 42 000 km, ça doit être depuis le centre. Et donc, si on compte 6 400 km pour le rayon de la Terre, bah, du coup, il va rester à peu près 36 000 km d'altitude. Ça, c'est l'altitude. Et tous les satellites géostationnaires vont tous se retrouver donc à la même altitude, donc ils vont tous se retrouver sur le même cercle en face de l'équateur, donc au niveau de l'équateur, sur le plan équatorial, et donc pour surveiller la Terre et tourner en même temps. Donc il y a toute une armada en fait de satellites, ils sont tous sur le même cercle ici, donc ça commence un petit peu à saturer. Donc on peut en déduire aussi la vitesse de rotation du satellite, vitesse de déplacement, donc d'un référentiel géocentrique, puisque la vitesse, ça va être quoi? Ça va être en fait le périmètre de l'orbite, donc c'est-à-dire 2pi fois le A, la distance A qu'on a trouvée, ou 2pi r en fait, sur la période, et quand on fait les calculs, on trouve qu'il avance à 3 km par seconde en fait. À chaque seconde, il a avancé de 3 km. Alors maintenant, la troisième loi de Kepler, donc on peut la vérifier avec la loi donc c'est la loi des périodes, donc en TP. Pour ça, on utilise Jupiter avec 4 de ses satellites, qui sont Io, Europe, Ganymède et Callisto. Et donc en fait, on peut voir sur l'animation que je vais vous montrer, donc ce type de logiciel Stellarium que tout le monde peut récupérer, c'est gratuit. Donc on peut voir les 4 satellites qui vont se déplacer donc, autour de Jupiter. Donc ils vont se déplacer en aller-retour parce qu'on va être dans le plan de leur orbite, mais en fait ils font un tour, ils passent devant, ils repassent derrière, ainsi de suite, et nous on va voir l'impression qu'ils font juste un aller-retour. Donc le logiciel Stellarium, une fois qu'il est ouvert, il est comme ceci, donc on a une barre de recherche, je vais taper ici Jupiter. À l'heure où je suis, Jupiter il est dans le sol, donc je vais enlever le sol. Voilà, on va enlever le ciel ici, et puis du coup, on va pouvoir s'avancer, se rapprocher, et en s'approchant, voilà, on voit les 4 satellites qui sont ici. Ils sont alignés, donc leur plan d'orbite, il est un petit peu de travers. Donc ce qu'on va faire, on va accélérer un petit peu pour quand même apprécier leur mouvement. Donc en même temps, le plan de l'orbite va se décaler vers le haut, vers le haut et vers le bas, mais on voit que chacun des satellites va, là par exemple Europe est passé derrière, il y a Io également, et on peut voir que Io il irait jamais très très loin, donc c'est le satellite qui est le plus près en fait de Jupiter. Callisto c'est celui qui est le plus loin, et donc plus un satellite est près, et plus il va faire un tour rapidement en fait. Donc du coup on peut les suivre, et puis on peut déterminer en combien de temps, par exemple Io repasse derrière Jupiter, donc il était à gauche, il va repasser devant pour aller à droite. Alors bon, il donne l'impression de passer derrière. Et c'est quand il va revenir de droite à gauche, boum, on pourra dire que Io a fait un tour complet. Top ici. Et donc on peut faire la même chose pour les 4 autres. Alors une fois qu'on a pu suivre les 4 satellites, on peut savoir à partir de quand il est passé une première fois
juste derrière Jupiter, et la deuxième fois, il va passer derrière Jupiter. On voit que Io, il lui faut à peu près 2 jours, un peu moins de 2 jours, pour pouvoir faire un tour complet. Donc on compte ça en secondes. La dimension depuis le centre, là, donc la distance, le rayon, on peut le déterminer en connaissant à peu près la taille de Jupiter, donc par une relation de proportionnalité. Et quand on fait le t carré sur r cube, voilà, on trouve ce résultat-là concernant Io. On regarde pour les 3 autres, on voit que la valeur ici, elle est vraiment très proche, donc il y a un delta qui est très faible. Donc on peut en déduire que le t carré sur r cube, eh ben, c'est un calcul qui va donner une constante. Du coup, cette constante, ça va nous permettre de calculer la masse de Jupiter. Donc, on va rappeler la formule. Donc, c'est t carré sur donc, a cube qui est égal à 4 pi carré sur g, la masse du Jupiter ici. Donc, ce qui fait que la masse de Jupiter va être égale, donc en croisant tout ça, donc le 4 pi carré, il ne va pas bouger, le g ne va pas bouger, c'est la masse qui va monter. Donc, je vais avoir le t carré qui descend et le a cube, voilà, qui remonte ici. Donc du coup, avec toutes ces informations-là, donc tout ça, ce sont des constantes, ça c'est une constante. Du coup, le t carré sur a, bah, je peux prendre la valeur inverse de ce qu'il y avait avant, et puis finalement, on peut trouver la masse de Jupiter, donc ici. Donc ça veut dire qu'on peut, grâce à cette formule-là, troisième loi de Kepler, on peut toujours trouver la masse de l'astre central, donc la planète ou l'étoile qui est au centre, et puisque c'est lui qui intervient dans la formule, et donc c'est la seule masse qu'on pourra trouver. On ne pourra pas trouver les masses des satellites. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Merci pour votre attention.